Bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre après-débat. David et moi avons regardé le débat en français. Comme vous le savez, malheureusement, j'ai pas pu y participer. Mais après avoir regardé le débat, je peux vous dire que je n'étais pas si déçu que ça, parce que ce n'est pas un débat. David, est-ce qu'on peut en parler un peu? Quelles sont tes dernières impressions de ce débat-là en français? C'était assez drôle. Je le tweetais live quand je l'écoutais, puis c'était vraiment comme un show, comme un spectacle, un cirque en fait. Oui. Il y avait eu rien de profond comme discussion. On n'a rien appris de nouveau. Sauf que je pense que maintenant tout le monde comprend mieux qu'il n'y a presque rien qui distingue l'un parti de l'autre. C'est juste une question de niveau et de quantité. Oui. Mais ils semblent être tous d'accord sur toutes les grosses questions électorales. Et moi aussi, j'ai vu ça. C'était pas un débat, c'était une conversation. Puis ce que j'ai remarqué aussi de mon côté, c'est que les journalistes posaient des questions qui étaient orientées, très orientées et orientées vers la gauche, avec un point de vue gauchiste. Et certains journalistes voulaient prendre les devants et être un peu la vedette dans ces débats-là. Ce que je reproche, c'est que les élus pas les élus, je devrais dire les candidats, avaient très peu de temps pour s'exprimer et c'était très court. Et on dirait que c'était plutôt qui va arriver avec la bonne clip, qui va faire les manchettes, au lieu d'avoir une discussion sur les enjeux les plus importants. Well, c'était effectivement ce qui s'est passé. Puis on l'a vu sur le Twitter feed de Justin Trudeau. C'était un clip après l'autre qui rediffusait comme si c'était un bon clip qui contribuait à sa campagne. Mais ce que je trouvais drôle, c'est que même les highlights qu'il publiait sur Twitter, ça m'a pas donné une bonne impression ni de lui, ni de son plateforme. Mais c'est intéressant parce que quand tu dis les questions étaient un peu gauchistes dès le départ, les questions présupposaient certaines choses qui sont précisément au cœur de cette élection. Ils présupposaient la validité de certaines mesures gouvernementales que le fédéral veut imposer, veut subventionner. Puis il y avait eu très peu de questions qui questionnaient le fondement même de certaines mesures gouvernementales, puis encore même de certains endroits où le gouvernement nous a échoué dans leurs réponses. Oui, puis effectivement. Puis je regardais les leaders de tous les partis sur les différents sujets. On faisait en sorte que il n'y avait pas de différence. Un sujet, quelqu'un va dépenser plus que l'autre. Et moi, j'ai vu que c'était la course à la dépense folle. Qui va dépenser plus d'argent qu'on n'a pas, qui va nous endetter encore plus. Et lorsque j'ai vu M. O'Toole nous dire qu'il allait équilibrer le budget en 10 ans, et lorsqu'on le pousse un peu en lui demandant comment, il n'était pas capable d'expliquer comment il allait équilibrer le budget, parce qu'il ne voulait pas dire qu'il allait faire des coupures, parce que, oh mon Dieu, dans le discours d'aujourd'hui, un politicien qui va arriver avec des coupures, c'est un politicien austère, et donc c'est un politicien qui n'aidera pas ses contribuables, qui n'aidera pas ses électeurs. Et M. O'Toole était très réticent, et d'ailleurs, il n'a pas dit où il allait couper, il a dit qu'il allait en rajouter, on va encore grossir cette dette-là. C'était une guerre à qui est le plus généreux, sachant qu'on n'a pas d'argent, puis que le Canada, on est cassé. On est cassé, on n'a pas une scène. Si on n'est pas là encore, on sera là bientôt. Mais ce qui est drôle, je suis Trudeau sur Twitter. Puis c'est devenu une blague que c'est 1 billion une journée, un autre billion un autre jour. Il parlait de 6,5... C'est billion en français, c'est billion, n'est-ce pas? C'est milliard. Milliard. Je m'excuse. Mais il parle de 1 milliard un jour, un autre milliard un autre jour, 6,5 milliards sur... 6,5 milliards pour régler des problèmes qu'il a causé lui-même. Les troubles mentaux, les troubles de santé mentale. C'est un problème qu'il a créé ou qu'il a exacerbé avec sa réponse à la pandémie. Puis là, sa solution, c'est de dépenser des milliards et des milliards de dollars. Puis sans aucune personne au niveau des journalistes qui lui attaquait en ce qui concerne sa réponse qui a exacerbé certains problèmes maintenant qu'il veut résoudre. Mais c'est vrai, puis en plus, O'Toole, je pense que les gens ont compris que peut-être O'Toole en tant qu'individu, je ne parle pas de la partie conservateur en général, mais ça semble qu'il n'a aucun principe inviolable, comme on dit. Il va dire n'importe quoi qu'il pense est devenu populaire,
Puis ça, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas de bonnes réponses à certaines questions au niveau de sa politique. Mais mon expérience, David, avec le Parti conservateur, lorsque j'étais là, ils font tellement de sondages, tellement de focus group, qu'ils ne savent pas quelle politique ils doivent promouvoir, donc ils demandent aux gens, ils n'ont pas de vision globale de la société, mais aussi le comment le dire. Et c'est pour ça que lorsqu'O'Toole parle, il a dit combien de fois « j'ai un plan, j'ai un plan, j'ai un plan ». Il a dû faire des groupes, des focus groups et se faire dire qu'il faut avoir un plan. Si on a un plan, on est un leader et les gens aiment ça entendre que vous avez un plan. Je ne sais pas combien de fois il le dit, mais il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan. On s'en va dans la dèche avec lui, on s'en va dans la dèche avec Trudeau, avec Jack Mead et tous ses leaders. Et quand je regardais ça, j'aurais peut-être aimé être là quelquefois, juste pour répondre très précisément, non. Lorsqu'on amène des gens et sur le changement climatique, on amène des gens poser des questions. Et là, la prémisse, c'était que l'alarmisme climatique est important et qu'on doit faire quelque chose tout de suite. Et il n'y avait pas d'ouverture pour un chef à dire non, les changements climatiques, moi, je ne ferai rien. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a aucun chef, tous les chefs embarquent dans cette logique d'alarmisme climatique. Non, mais le gouvernement, c'est comme une entité où ils pensent que faire quelque chose, agir ou réagir de la mauvaise façon, c'est mieux de ne pas réagir de tout. Puis au niveau du l'alarmisme, c'est que il part du prémisse que the Paris Accord, ça va résoudre le problème qu'ils ont identifié. Mettons de côté le problème en tant que tel. Il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le prémisse même que carbon emissions, c'est quelque chose de horrible qu'il faut arrêter totalement. Mais les gens parlent, puis les journalistes aussi, ils partent du principe que Paris Accord, bon, être contre le Paris Accord, c'est contre la science, contre l'environnement. Il n'y a personne qui pose la question à savoir est-ce que ça résoudre le problème que vous avez identifié. Même chose avec les taxes de carbone. C'est OK. On part du prémisse que ça va régler le problème, puis encore plus, ça va le régler encore plus vite. Il n'y a personne qui pose la question au niveau mondial. Est-ce que le Paris Accord va effectivement réduire les émissions ou est-ce que ça va juste déplacer les émissions? Et ce qu'ils disent, on fait ça pour sauver la planète et parce qu'on a un grand cœur, mais personne ne dit que le Canada représente seulement 1,6% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un fait, c'est une statistique, mais lorsqu'on dit ça, on ne peut pas sauver la planète. Qu'on élimine toutes les émissions de gaz à effet de serre au Canada, c'est 1,6%. Là. Il y a la Chine, il y a l'Inde qui produisent encore plus. On ne veut pas parler de ce débat-là. On dit, il y a un alarmisme climatique, faisons quelque chose, et l'idée, c'est taxons encore plus les gens. Les questions sont orientées dans ce sens-là. Les réponses, tout le monde est d'accord avec une certaine variété qui n'est pas originale. Mais c'est pour ça que je te dis, j'aurais aimé ça être là, au moins pour être le gars qui est complètement à l'opposé. Et les gens auraient pu voir un politicien qui dit quelque chose de différent sur tous les sujets. Well, le format ne servait pas à ça parce que il faut avoir une discussion un peu détaillée. Académique, un peu plus longue. Détaillée. Oui, si on veut parler de 1,6% au Canada au niveau de la pollution, la réplique qui va faire le tour sur Twitter le lendemain, c'est que, mais per capita, Canada est horrible, presque le même per capita émission que la Chine. Puis ça prend une discussion pour que les gens comprennent que l'argument du per capita pollution, ça falsifie le débat parce que c'est pas juste qu'on dit, OK, la Chine, ça cause le plus de pollution. Je pense que tout le monde développé en son entier. Mais ils disent, OK, mais per capita, c'est pas aussi grave. Et donc, ils peuvent réduire leur per capita émissions juste parce qu'ils sont surpeuplés. Donc, c'est comme la Chine gagne des deux côtés. Ils polluent le plus, puis ils peuvent réduire leur per capita parce que ça comprend 20% de la population. Puis, on pourrait écraser l'économie canadienne, on peut fermer le Canada, ça va rien changer. Puis encore plus, tout ce que ça va faire, ça va déplacer la pollution en Chine, en Inde, mais c'est une discussion qui est un peu difficile à faire, surtout lorsqu'on a 15 secondes pour répondre à une question avant que notre adversaire nous interrompe. Effectivement, le format ne prête pas à avoir des discussions plus longues et d'expliquer une position. C'est dommage. J'ai eu l'occasion de participer au débat. C'est le même format en 2019. J'étais là, j'ai participé au débat. Et il faut que tu sois concis et précis, mais c'est facile pour les autres de te discréditer après.
le désavantage où on n'a pas participé, on n'était pas là et j'étais pas là, c'est qu'on aurait pu peut-être parler à plus de Canadiens sur le Parti populaire, parce qu'il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas. Toi, David, là, tu viens... Là, je peux confirmer ça, Max, en faisant ma porte-à-porte, en parlant des gens. La première réflexe des gens qui pensent qu'ils détestent la Parti populaire, ils disent « Ah, vous êtes anti-vaxxeur, vous êtes anti-science. » Et là, je dis « Mais il y a une grande différence légale, une différence fondamentale entre être anti-vax et anti-passeport vaccinal. » Comme tout le monde le sache, comme tout le monde sait, moi je suis double vacciné. Votre décision c'était de ne pas se faire vacciner. On respecte le choix de l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, j'ai pas peur de toi, Maxime. tu n'es pas une menace existentielle à mon existence. Mais les gens ne le comprennent pas que c'est une question de principe de justice, une question de la Constitution des droits individuels. Puis lorsqu'on commence à ne plus les respecter, ça n'arrête pas ici avec le passeport vaccinal. Mais il faut essayer de faire comprendre aux gens, on n'est pas anti-vax de tout, que les gens ne soient pas vaccinés. C'est juste dans notre monde d'aujourd'hui où les gens pensent qu'ils ont le droit de savoir l'état vaccinal de notre personne, des questions médicales de notre personne. Mais ça aurait pu être très utile de démontrer au Canada que c'était pas un parti anti-vax, c'est pas un parti anti-science, c'est pas un parti anti-nature. Je serais pas ici si c'était le cas. Effectivement, mais en parlant de débat, j'ai pas participé au débat en français, j'ai pas participé au débat en anglais, mais j'ai fait un débat en Beauce radiophonique. et mon opposant conservateur, le député sortant, a tout fait pour éviter ce débat-là. Et il a pris l'excuse que je n'étais pas vacciné. Et donc, j'ai fait le débat toute seule dans un studio et les trois autres étaient dans l'autre studio. Donc, c'était une discrimination, de la ségrégation. Moi, toute seule dans un studio et les trois autres pouvaient débattre et se voir dans un autre studio. La station de radio a joué le jeu de la discrimination, de la ségrégation. Et moi, j'ai accepté parce que je voulais absolument débattre, mais c'est là qu'on est rendu, là. Les gens, la peur était tellement efficace que même les gens vaccinés ont peur des gens non vaccinés. C'est intéressant, je dis assez régulièrement que les médias sont peut-être l'ennemi de la peuple. Et je l'ai vu, il y avait un changement dans les médias de leur message. Et ils ont commencé à parler supposément des statistiques qu'un certain pourcentage de la population il ne veut pas retourner au travail sans savoir si leur collègue est vacciné. Et je peux vous dire, ils ont planté cette graine pour par la suite mettre de l'eau là-dessus pour que ça pousse une plante de crainte qui n'était pas là avant qu'ils ont mis l'idée dans la tête des gens que un voisin, un ami, un collègue non vacciné est une menace existentielle. Et il faut reculer un tout petit peu, juste pour le faire apprécier. On parle d'un risque de quelqu'un qui n'est pas vacciné. Que s'ils ont COVID, ils sont pré-symptomatiques ou asymptomatiques. Oui. S'ils n'ont pas le COVID, qu'ils sont vaccinés ou non, c'est non pertinent. Oui. Mais on parle donc de le cas très éminemment rare où il y a un collègue qui n'est pas vacciné, qui est asymptomatique ou pré-symptomatique, puis le risque que ça pose à celui qui est déjà double vacciné. Oui. Donc, même si l'autre personne était symptomatique, il pourrait lui le donner, puis même s'il est double vacciné, les statistiques, on connaît les statistiques, les personnes, ils ont perdu... La raison, mais un risk assessment. Oui. Je ne sais pas le mot en français. Oui, non. Prendre une décision basée sur la gestion du risque. Gestion du risque réaliste. Les gens, ils ont perdu totalement. Je blâme les médias, je blâme les politiciens, je blâme Justin Trudeau parce que depuis... un mois maintenant, il a décidé de créer la menace entre les Canadiens pour jouer un groupe contre l'autre, pour jouer la majorité contre la minorité, les minorités vaccinées et aussi les minorités visibles et ethniques parce qu'il y a une corrélation entre les taux de vaccination. On le connaît bien. Prétendre qu'on ne le connaît pas, c'est ignorant ou malhonnête. Mais c'est les politiciens, c'est les médias qui ont créé cette crainte irréaliste. Et les gens, ils savent pas, ils sont inondés par CJAD, par Mitsumi Takahashi, et ils pensent que si quelqu'un n'est pas vacciné, ils sont une menace
réelle, immédiate. Et c'est... Mais c'est Trudeau que tu blâmes, mais aussi O'Toole. Là, tous les chefs là-dessus, ils sont tous dans le même bateau pour inciter la population à se faire vacciner et nous imposer un passeport vaccinal. C'est en vigueur au Québec aujourd'hui, ça va être en vigueur en Ontario avant la fin de ce mois-ci. Et le débat sur... il y avait un thème justement où on parlait de COVID-19. Le débat était comment on fait pour s'assurer que toute la population puisse être vaccinée. Comme si quelqu'un qui a décidé de ne pas être vacciné n'a pas le droit d'être un Canadien à part entière et que c'est une minorité qu'on doit opprimer. Quand je vois un chef conservateur embarqué dans ce discours-là, c'est pour ça que je me dis que les gens, ceux qui ont voté pour les conservateurs doivent se poser la question aujourd'hui. Notre parti est capable d'attirer ces gens-là, mais aussi des gens qui croient aux libertés individuelles. Les libéraux classiques, les gens du NPD qui voient pas qui voient très bien, où ce pays s'en va avec plus de mesures draconiennes. Ou les travailleurs fédéraux, maintenant, qui vont perdre leur emploi parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Mais ce qui est drôle, c'est incroyable de voir les politiciens de les voir changer leur politique. Je l'ai vu avec O'Toole, c'était choquant. Ouais. Je l'ai vu avec Doug Ford, mais c'est incroyable ce qu'1 milliard de dollars peut faire au niveau de votre politique. Là, Doug Ford, il voit 1 milliard que Justin Trudeau lui promet, puis il dit « Hey, moi, je veux pas manquer ma section du gâteau. » Mais ce qui est incroyable, c'est que non, avec un vaccin pour la rage, si je me fais piquer mort par un raccoin, il n'y aurait pas de discussion. Personne devrait me convaincre de prendre le vaccin. Ouais. Moi, j'ai coupé mon doigt pendant que je faisais le détecteur de métal. Il n'y avait pas une question à ce que je me présente pour mon vaccin contre le tétanus. Ouais. Mais le fait, il part du prémisse que les gens doivent se faire vacciner, peu importe leur risque, peu importe leur âge. Puis s'ils ne doivent pas le faire pour eux-mêmes, ils doivent le faire pour protéger les autres, comme si la science démontre que c'est le cas. Mais il part de ce principe, puis la question, c'est pas est-ce que les gens doivent avoir la décision ou prendre la décision eux-mêmes, c'est que comment est-ce qu'il faut les convaincre? Puis s'ils refusent de se soumettre, c'est quoi l'outil qu'on utilise pour les convaincre? Mais normalement, quand tu utilises la force, la coercion, il y a un problème des deux côtés. Il y a un problème parce que les gens ne sont pas convaincus. Oui. Puis l'autre problème, c'est que plus de force, ça ne va pas les convaincre, ça va créer plus de réticence. Oui. Puis laisser le choix libre aux citoyens. Ils vont prendre le choix éclairé pour eux-mêmes. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles les gens peuvent ne pas se faire vacciner. Religion, conditions médicales, question de risque pour eux-mêmes. Oui. Puis, c'est devenu une panique totale où les gens pensent que si vous n'êtes pas vacciné, on est rendu à plus que 80% vaccinés au Québec, double vaccinés. Je pense au Canada. Prétendre que c'est à cause des 18% qui ne veulent ou qui ne peuvent pas se faire vacciner que tous les problèmes au monde, puis les pandémies, c'est leur faute, c'est horrible. Puis ça crée une division qui sera difficile à réparer. Et oui, mais là, on a réussi à faire en sorte d'imprimer la peur dans la tête des gens. Et nous, ce qu'on fait en tant que parti politique, on fait le contraire. C'est qu'on a confiance aux gens. Puis on veut s'assurer que les gens puissent vivre dans un pays libre et qu'il y ait quand même un niveau où les gens puissent se faire confiance mutuellement. C'est ça qu'on veut prôner. Et là, on veut pas imposer des mesures par la peur. On veut éduquer la population. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Puis je pense que maintenant, si on regarde la progression de notre parti, il y a plus de gens qui embarquent dans notre discours, qui voient qu'on est les seuls, parce que tous les autres, là, c'est de la propagande de peur, c'est pousser le passeport vaccinal, brimer nos droits et nos libertés. Et nous, on a dit, on a confiance en vous. La société devrait être basée sur la confiance et non pas d'inciter les gens à agir à cause de la peur. C'est ce qui est malsain. Non, mais c'est aussi sur la confiance, mais sur la logique. Imposer un couvre-feu quand ils admettent qu'il n'y a pas de connexion ni de la preuve scientifique qui pourrait justifier la mesure pour combattre un virus, les gens, à un moment donné, ils considèrent « OK, mais je veux bien qu'ils veulent me rafraîchir la mémoire quand il y a un virus qui se propage. Ouais. » Mais à un moment donné, les gens disent « OK, mais si je suis malade, je vais rester chez moi. Si je suis à risque, je vais prendre mes propres décisions pour me protéger. » Avec une certaine procédure au niveau provincial, comme on peut mettre en vigueur certaines mesures, mais de mettre en vigueur certaines mesures pour par la suite imposer un couvre-feu, pour par la suite imposer un passeport vaccinal, les gens commencent à voir que c'est pas juste qu'il n'y a pas de limite, mais que
c'est le nouveau point de départ. L'ancienne limite, c'est le nouveau point de départ. Puis, à un moment donné, même les gens qui supportaient les mesures, qui supportaient la vaccination, ils disent, eh bon, c'est deux doses maintenant, quand ce sera 3 ou 4 doses. Puis, surtout pour mes enfants qui sont en train de développer, je ne veux pas être un receptacle pour les médecins du gouvernement. Même les gens qui sont double vaccinés maintenant, ils commencent à comprendre que les mesures ne vont jamais être arrêtées, puis ça sera le nouveau point de départ pour de nouvelles restrictions. Absolument. Puis c'est dommage parce que tout le dossier COVID-19, il n'y a pas eu de discussion de fond sur ce dossier-là. Tout le monde avait la même prémisse, imposer passeport vaccinal, etc. Mais il y a d'autres sujets aussi que les leaders ont discuté et ce qui était le plus frappant, c'est que la plupart des réponses des leaders dans des sujets comme les garderies ou d'autres sujets, c'est de juridiction exclusive des provinces. Donc, tout le monde était prêt à ne pas respecter la Constitution, à ne pas respecter le champ de compétences des provinces, et parce que c'est populaire et que plusieurs jeunes familles qui aimeraient bien avoir une place en garderie, bien, on fait fi du pouvoir exclusif du Québec dans ce domaine-là. Et là, c'est la surenchère, encore une fois, qui va donner plus d'argent, 6 milliards, des crédits d'impôt et tout ça. Le fédéral n'a pas un rôle à jouer. Et d'ailleurs, le fédéral n'a pas d'argent. On a un déficit. Et on parlait comme si l'argent tombait du ciel dans des champs de compétences qui ne sont pas les nôtres. Moi, j'aurais aimé ça être là pour leur dire... Pardon, on ne fera rien, c'est une juridiction des provinces, on n'a pas à dépenser de l'argent qu'on n'a pas, on va être responsable, puis on va s'occuper de nos propres responsabilités au fédéral. Moi, ce que je remarque, puis on le voit aux États-Unis aussi, c'est que il y a une tendance que le fédéral veut usurper les pouvoirs provinciaux, puis quand ils donnent des milliards aux gouvernements provinciaux, bien, eux, ils sont aussi contents de le laisser passer. Ouais. Donc, c'est un peu comme le gouvernement veut contrôler contrôler tout aspect de nos vies personnelles et provinciales. Donc, ils veulent s'influer dans les affaires provinciales. Pour acheter des votes aussi. Well, ça, c'est où je deviens un peu trop cynique. C'est dégueulasse, comme on le voit, juste lors des élections. On parle des sujets qui sont des problèmes depuis des années. C'est juste maintenant, 2 ans après 2 ans de pandémie, que Justin Trudeau parle de contribuer des employés au système santé. Il parle maintenant de garderies, mais ce sont des problèmes qui existent depuis des années. Il les ignore depuis des années, comme avec les affaires residential schools. Il les ignore carrément. Il prétend que ce sont des nouveaux problèmes lors des élections. Il fait une promesse après l'autre. Ça fait 6 ans qu'il est en pouvoir. Ça fait des décennies qu'on sait qu'il y a certains problèmes. Ils font rien. La crise poigne. Puis leur réponse est de supprimer les droits et de promesses donner plus d'argent. Donner plus d'argent aux provinces, comme si donner plus d'argent, ça va régler le problème et non pas juste endetter nos enfants puis nos petits-enfants. Ouais, si c'était ça la solution, pourquoi qu'il manque encore de l'eau potable sur les réserves amérindiennes ici au Canada? Il y a plein de problèmes comme ça qui doivent être réglés en donnant la responsabilité aux gens sur place. Et c'est pour ça qu'on croit le gouvernement le plus efficace et le gouvernement le plus près des gens, c'est pas Ottawa qui doit s'ingérer dans la santé. C'est encore un autre débat, la santé. Est-ce que le Canada devrait continuer à donner des milliards et des milliards de dollars aux provinces pour la santé? C'est de juridiction provinciale, mais personne n'en a parlé. Et même le Bloc québécois, défenseur des intérêts du Québec, veut toujours avoir de l'argent du fédéral et dire, bien, c'est mon champ de compétences, on va en faire qu'est-ce que je veux. Mais normalement, si on respecte la Constitution, les provinces devraient avoir le moyen de taxer pour leurs propres responsabilités. Et c'est ce qu'on veut leur donner, nous, au Parti populaire, en leur donnant, exemple, la TPS. Prenez le revenu de la TPS et utilisez ça pour la santé. Donc, arrêtez de venir toujours à Ottawa et de réclamer plein d'argent parce que les gens ne savent pas qui est responsable du système de santé qui ne donne pas les services. Est-ce que c'est Ottawa ou la province qui n'est pas capable de gérer son système? En plus que c'est compliqué, plus il y a le gaspillage, plus gros est le gouvernement, plus ils prennent de l'argent des citoyens pour leur propre système, pour gérer le système de santé. C'est un peu comme la maison de la casino. Quand on joue du poker, on peut échanger de l'argent entre nous, mais il y a toujours le cut à la maison. Puis le gouvernement, plus il y a de gouvernement, plus il y a de gaspillage, plus il y a des coûts. Puis effectivement, plus petit, puis mieux de contrôle, il y aura moins de gaspillage. Effectivement. Et donc, pour ce débat-là, en français, moi...
Les experts ont dit qu'il n'y avait pas de gagnant au Québec. Là-dessus, je suis d'accord avec eux. Il n'y avait pas de gagnant. Tout le monde était perdant. Les citoyens ont été perdants parce qu'on n'a pas eu de vrai débat. Les politiciens ont été perdants parce qu'on regarde ça en tant que citoyen, des gens qui parlent un par-dessus l'autre et essaient juste de trouver la clip pour plaire à leur auditoire selon leur sondage qu'ils ont fait. Je pense qu'ils sont perdants aussi parce que la réputation d'un politicien est à son niveau le plus bas. Et je peux te dire que lorsque je fais campagne un peu partout dans le Canada, la plupart de nos candidats, comme toi, sont nouveaux en politique et ils sont fiers. Et ils disent, je ne suis pas un politicien de carrière, je suis ici pour régler les problèmes et parler des vrais problèmes. Et là, je me sens pas visé, mais je prends la parole après en disant, écoutez, j'ai commencé à être en politique à 43 ans. J'ai travaillé 19 ans dans le secteur privé avant. Oui, j'ai été 13 ans en politique, mais j'ai fait d'autres choses avant. Et je me considère pas comme un politicien de carrière. Mais j'aime ça entendre nos candidats, effectivement, qui sont des gens qui... Et ce sont des gens qui voient leur futur et le futur de leurs enfants est en train de disparaître et de devenir un futur qui sera gouverné par un gouvernement tyrannique, antidémocrate. C'est incroyable que les gens n'apprécient pas jusqu'à temps que tu le fasses réfléchir. Ça fait 1 an et demi que le gouvernement impose c'est quoi le mot en français, des fiat, des mesures draconiennes. Des mesures draconiennes qui n'ont jamais passé par l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative. Il n'y aurait eu aucun débat sur les mesures les plus autoritaires, le couvre-feu, le passeport vaccinal. Il y a certains gens qui ont compris ça il y a un bout. Moi, ça m'a pris peut-être plus de temps. Mais les candidats du PPC que je connais, ils l'ont découvert, puis maintenant, ils ont la responsabilité de faire apprendre, de faire comprendre à la population que c'est pas la façon qu'une démocratie fonctionne. On ne peut pas juste imposer un passeport vaccinal en disant on ne va pas avoir un débat public parce qu'on ne veut pas que les citoyens soient exposés à de la mésinformation. Ça, c'est de la mésinformation. Ça, c'est la façon de gouverner comme un dictateur sans processus démocratique. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient élus démocratiquement au départ que tout ce qu'ils font maintenant est démocratique. C'est ce que je vois depuis un bout, fondamentalement non démocratique. Les gens commencent à le comprendre. Puis, quand tu fais comprendre ça aux citoyens ordinaires, leurs yeux commencent à ouvrir. Oui, effectivement. Et autour que jouer ce jeu-là, fermer le Parlement à cause d'une pandémie, durant la Première Guerre mondiale, en Angleterre, on n'a pas fermé le Parlement. Il y avait des discussions. Churchill était devant le Parlement pour expliquer la position de son pays et il y avait des débats assez virulents. Et ici, bien, on décide, c'est correct, il y a une pandémie, on ferme le Parlement, il n'y a plus de débat, on vit sur une loi d'urgence depuis, 19 mois. C'est incroyable. Et le double standard, juste, ça me choque. C'est que lors des élections dans d'autres pays qui sont littéralement dans une guerre, ouais. les gens tirent des fusils, il y a des explosions partout, puis on dit « allez voter », puis ils sont braves, courageux pour aller voter. Puis ici, notre gouvernement, dans une pandémie avec un virus dont on connaît les statistiques, sachant les âges de nos élus, ouais. sachant le risque, ils disent « on va suspendre le Parlement ». C'est... Ce n'est pas, puis en plus, c'est juste, ce n'est pas de la courage. Ouais. Il faut gouverner, même dans une pandémie, il faut gouverner avec un certain courage, avec une certaine éthique. Et puis affronter les questions de l'opposition et qu'on ait un vrai débat. Je peux te dire, David, lorsque je fais une entrevue avec un journaliste de CBC ou de Radio-Canada, j'en fais moins, mais j'en faisais à l'autre campagne électorale, c'était pas facile. Mais je répondais à leurs questions. Et je le faisais, le débat. J'acceptais l'entrevue parce que pour moi, c'est important et je me dis, je suis capable d'expliquer mon point de vue. Sauf que des fois, dans un temps de 3 minutes, 4 minutes, c'est plus difficile. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur de débattre le point de vue opposé avec des gens qui ne partagent pas notre point de vue. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Puis c'est pour ça qu'en campagne électorale, bien, j'aurais aimé ça, être parmi les chefs et pouvoir débattre un peu, mais surtout pouvoir exprimer notre plateforme et exposer quelque peu certains Canadiens à notre plateforme. Mais en regardant le cercle
la soirée de débat, pour moi, c'est un cirque. En regardant ça, et je regardais les codes d'écoute, et on disait que les codes d'écoute, après une demi-heure, ça l'a tombé de moitié. Donc, la première demi-heure était la plus importante. Après ça, les gens ont tourné leur téléviseur, puis ont passé à autre chose. C'est un peu avec une vidéo, c'est comme avec une vidéo sur YouTube. Si c'est pas intéressant, après 30 secondes, les gens arrêtent de l'écouter, puis on peut voir. Mais c'est vrai, c'est le format qui est pas inutile, mais qui est presque détrimental. Au détriment de la démocratie. Si tu veux expliquer la plateforme du PPC, les gens pensent que la PPC est anti-immigrant parce qu'on veut réduire l'immigration pour prendre soin de notre propre population. Essayez d'expliquer ça en 15 secondes lors d'un débat et on sait bien que la seule réplique sera « Ah, ils sont anti-immigrants » puis ça sera le 15 secondes que le CBC va rejouer le lendemain. C'est vrai, mais la compréhension, ça prend du temps. Puis les débats, c'est pas pour la compréhension. C'est effectivement juste un show pour les médias, pour essayer de trouver une soundbite qu'ils vont pouvoir utiliser pour leur prochaine campagne électorale ou publicité électorale. Puis c'est un desservice aux citoyens canadiens. Et là-dessus, les médias et les politiciens traditionnels sont complices dans ce jeu-là. Les politiciens traditionnels veulent chercher la clip qui va faire la manchette et les médias aussi se disent que je veux la clip qui va me permettre d'attirer plus de téléspectateurs et de montrer le sensationnalisme, merci, et de tout ça. Donc, les deux ensemble fait en sorte que ce qu'on a vu au débat français, on a vu la même chose au débat anglais. D'après moi, ça ne sert pas la démocratie. Mais en parlant de débat, David, tu vas, avant qu'on termine, toi aussi, tu vas faire un débat. Là. Oh yeah. Mardi, Westmount Municipal Association, Marc Garneau sera là, le candidat pour les conservateurs, Kaminski, le candidat pour le NDP, Weinstock, I think. J'oublie les autres noms. Mais on va y avoir un débat. Ils m'ont invité et je serai là. Et est-ce que tu peux mettre ça en direct sur ta chaîne? Est-ce que les gens peuvent te voir? Je suis pas certain. Je vais voir s'il sera diffusé sur Zoom ou sur YouTube. En fait, je vais demander aux organisateurs. Mais chose certaine, je vais diffuser des highlights sans faute. Pas juste des clips. Non. Moi, quand je publie quelque chose sur YouTube, c'est pour faire comprendre, pour apprendre et non pas pour... Mais là, ce qui est intéressant, juste, il faut le mentionner avec les médias, puis comment ils jouent avec le gouvernement. Ça, c'est leur jeu, mais en même temps, ils veulent supprimer la seule voix de la seule partie politique qui veut peut-être couper leur financement. Donc, il y a une incitation, un self-interest, comme on dit, à protéger le système. Puis pour ceux qui ne le savent pas, puis ça fait des mois que j'essaie de faire comprendre aux gens, quand le gouvernement subventionne le CBC, avec $1 milliard par année, 600 millions pour les autres médias, il y a un... c'est quoi le mot? Pas un bias. Un parti pris. Il y a un parti pris indéniable. Ouais. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je suis convaincu que certains journalistes ils sont pas aussi fâchés que ça quand vous n'êtes pas invité parce que votre présence pourrait nuire à leur financement à tout le moins. Leur carrière, si c'est une bonne carrière, ça va réussir. Oui. Mais ça pourrait nuire à leur financement. Effectivement. Et je tiens à te dire, lorsque je parle de ça dans mes rallyes, parce que les gens me posent la question aussi, comment on va équilibrer le budget en 4 ans? Je leur dis, on peut couper Radio-Canada, CBC, on peut couper l'aide internationale et je leur mets les chiffres, comment c'est faisable si on a le courage de nos convictions de faire ces débats-là et de faire ces coupures nécessaires-là pour équilibrer le budget et après ça, baisser les taxes et les impôts de tous les Canadiens. Et souvent, c'est pas arrivé souvent, 2 fois, un journaliste de CTV et Radio-Canada était là dans mes rallyes et ils ont bien vu de leurs propres yeux que les gens sont très enthousiastes lorsque je parle de couper Radio-Canada. Si je veux avoir des applaudissements de la foule, j'ai juste à parler de Radio-Canada et bang, on a des applaudissements. Et le journaliste qui était là me regardait un peu surpris et de la réaction des gens. Il ne réalise pas que la population sait que Radio-Canada est biaisé et de plus en plus biaisé. Et pour eux, c'est comme normal. Pour eux, c'est la vérité et il n'y a pas d'autre point de vue. Puis les gens devraient apprécier ce que Radio-Canada fait. Ils comprennent que c'est biaisé juste parce qu'ils prennent pour acquis la plupart des gens que les médias sont biaisés à gauche, pour quelle que soit la raison. Quand ils apprennent que
Ils sont biaisés et qu'ils reçoivent en même temps $1 milliard par année. Parce que c'est tellement difficile la vie en radio et en télévision que ça prend $1 milliard de nos dollars de taxes. Mais en même temps, ils ont assez d'argent pour poursuivre les conservateurs, leurs adversaires politiques. Ils ont poursuivi les conservateurs en 2018. Quand les gens apprennent combien d'argent ils reçoivent du gouvernement, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent, puis la qualité de leur journalisme, là, ils commencent à poser des questions. Puis, God forbid, ils devaient survivre sur la qualité de leur journalisme. C'est pas difficile de survivre sur la qualité. Ça arrive de plus en plus avec les médias indépendants. Oui. Mais lorsque vous êtes bien nourri, vous devenez lâche, vous devenez paresseux. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui est arrivé avec le média, mainstream media. Oui. Mais je pense que c'est devenu le temps vraiment de sauver un peu d'argent, puis aussi de s'assurer que le média demeure indépendant. Puis on ne peut pas être indépendant lorsque on est bien nourri par le gouvernement. Absolument. Et donc, pour ton expérience, on va être en élection dans 10 jours. Là. Ta première expérience en politique, ta première expérience à faire du porte-à-porte, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos. C'est très bien parce que tu expliques à la population aussi comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe dans ta journée. Et je trouve ça très intéressant. Jusqu'à date, comment tu as vu, qu'est-ce que tu en retires là, de ton expérience jusqu'à présent? Well, c'est intéressant. Un des expériences que j'ai appris, une des mauvaises expériences, c'est que les gens deviennent assez, pas intolérants, mais ils ferment leurs yeux, ils ferment les oreilles quand ils réalisent que tu fais partie d'une partie politique qu'ils pensent qu'ils détestent. Et ils refusent même de vous écouter. C'est très difficile. Moi, je me pose la question, comment est-ce que je peux changer leurs avis, au moins ouvrir leurs yeux, juste pour qu'ils comprennent ce qu'ils pensent qu'ils détestent. Ça, c'est une mauvaise leçon, mais en général, c'est incroyable. J'ai eu une discussion déplaisante avec deux hommes qui me disaient « vous faites partie de la partie populaire, whatever ». Mais à part de ça, les gens applaudissaient quand je mettais mes pancartes. Ils tenaient ma main, ils disaient « Go ahead, save Canada », parce que les gens qui sont les jeunes, ils voient ce qui se passe. Puis ils voient un futur est en train de disparaître. Un futur libre et un futur avec des opportunités est en train de disparaître. Puis ils voient un gouvernement qui agrandisse comme le blob de le film d'horreur des années 70. Et ils comprennent. Donc, à date, les expériences étaient incroyables. Le débat, je suis assez confiante à faire un débat avec n'importe qui, n'importe quand. Puis on n'a pas besoin de me donner les questions auparavant. Et aucune restriction. On peut me poser n'importe quelle question. Et si je ne connais pas la réponse, je vais dire que je ne connais pas la réponse et je vais faire ma recherche pour la prochaine fois. Ouais, c'est ce que les gens apprécient. L'honnêteté, la franchise, et c'est ce qu'on n'a plus dans les politiciens parce qu'ils nous prennent pour des enfants, ils essaient de nous dire ce qu'on veut entendre. Et on a un flair. Je pense que la population peut sentir ça. La cassette du politicien, où lorsque le politicien répète quelque chose, la position de son parti, sans passion, sans conviction, et aussi en n'y croyant pas. J'ai confiance, et c'est pour ça qu'on croit dans les sondages. J'espère bien que ça va être la même chose le jour du vote, mais il y a plus de gens qui s'en viennent, qui disent, bon, la façon dont ils font de la politique est vraiment différente, et ils sont plus curieux, et ils nous posent plus de questions. Moi, je peux te dire que depuis le début de la campagne, que ce soit en Atlantique, que ce soit dans l'ouest du Canada ou en Ontario, on a des gens qui s'en viennent vers nous, puis je suis bien confiant, on bâtit quelque chose pour le futur, puis cette étape-ci va être une étape importante. C'est sûr, mais quelque chose que je veux que tous qui regardent ça vont comprendre aussi, Maxime, quand on parle de l'honnêteté manquante des politiciens ou de la monde politique, aussi est le fait d'être un gentleman pur et simple. Puis l'incident qui a eu lieu il y a quelques jours où le monsieur a écraser un œuf sur ta tête. Si ça aurait été n'importe quel autre politicien, il y aurait eu une horreur monumentale, nationale. Et le fait que vous avez pris la décision de ne pas poursuivre l'homme, de le laisser passer, même ta réaction en temps réel, c'était pas une réaction qu'on aurait pu falsifier ou c'était pas une réaction non naturelle. C'était une réaction naturelle de quelqu'un qui a un bon cœur, un bon esprit. Ce qui m'énerve, c'est que les médias vont jamais reporter là-dessus, surtout sur ta réaction. Mais tous ceux qui vont regarder ça maintenant, ils vont comprendre que, oui, la Parti populaire du Canada, c'est pas juste une partie qui n'est pas raciste, qui n'est pas anti-immigrant, c'est une partie tolérante, qui respecte les droits individuels et qui respecte
le droit en tant que tel. De Puis, s'exprimer. je te connais depuis peut-être 1 an maintenant. Ouais. Mais ta réaction lors de cet incident, ça m'a convaincu, puis ça a convaincu beaucoup de monde que je connais. Puis lorsque CTV finalement a écrit une histoire à l'effet que vous ne voulez pas poursuivre le monsieur, j'espère que d'autres personnes qui ont eu une mauvaise impression de toi, pour quelle que soit la raison, je dirais à cause de fake news de CBC depuis 3 ans, qui vont commencer à réfléchir. Peut-être on n'est pas aussi bien informé comme on le pense par nos médias. Oui, effectivement. Et c'est un fait de la vie politique, mais je crois que le gros bon sens va finir par dominer et c'est pour ça que je continue et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on ait des candidats de qualité comme toi et je peux dire aux Canadiens qu'on a des candidats dans 312 comtés prêts à travailler pour vous et cette élection-ci, bien n'oubliez pas d'aller voter. Si vous aimez le PPC, vous voulez en savoir plus, allez voir sur notre plateforme. David est notre candidat à Westmount. Ville-Marie, c'est ça? Non, c'est Westmount Notre-Dame-de-Grâce. Et en passant, j'ai fait une chaîne YouTube dédiée au parti, à ma poursuite, ma campagne, Viva PPC sur YouTube. Je fais des vidéos en français et en anglais. Puis j'explique les politiques de la partie, mon expérience et j'informe les gens. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des questions, qui veut savoir de plus de la partie, Viva PPC sur YouTube. Viva PPC et puis aussi sur YouTube, le Parti populaire, notre site YouTube, mais aussi le compte Twitter et Facebook. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été avec nous. Et là, bien, les 10 derniers jours, si vous n'êtes pas encore certain, informez-vous. Et je peux vous dire que, comme on vient de conclure, là, que le Parti populaire est le seul parti qui va se battre pour vos droits et libertés. Tous les autres partis sont dans le même bateau de vous imposer encore plus de mesures. Donc, si ça, c'est important pour vous, bien, j'espère bien qu'on va avoir votre appui. Merci, David. Merci, Maxime. On va souhaiter un bon succès d'ici la fin de la campagne. Absolument, à vous aussi. Merci. Bye-bye.